Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'est une mesure dont rêve le NPD depuis longtemps. Un projet de loi que le parti a tenté de faire adopter 8 fois depuis 15 ans. Son entente avec le gouvernement libéral lui permet maintenant de croire que son souhait pourrait finalement devenir réalité. Jeudi, le ministre du Travail a déposé le projet de loi C-58 qui va modifier le Code canadien du travail pour interdire l'utilisation de briseurs de grève lors de conflits de travail dans des entreprises de juridiction fédérale. C'était l'un des engagements du gouvernement en échange de l'appui du NPD aux communes, une mesure législative, mais aussi peut-être un geste d'apaisement pour entretenir une relation atypique dont le gouvernement a bien besoin pour rester au pouvoir. Quand deux parties s'assoient ensemble pour défendre leurs intérêts, elles trouvent des compromis et une entente. On doit protéger ça. Et sans avoir les néo-démocrates, les libéraux n'auraient jamais introduit ce projet de loi, n'auraient jamais interdit les briseurs de grève. On est fiers, mais il y a du travail qui reste. Alexandre Boulris, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, chef adjoint du NPD. Jeudi matin, le gouvernement a présenté un projet de loi anti-briseurs de grève. Est-ce que c'est un projet de loi libéral ou un projet de loi néo-démocrate? C'est une initiative néo-démocrate, mais après des négociations avec le gouvernement libéral. Ça fait partie des 27 points qu'on a négociés dans l'entente. En fait, on force les libéraux à faire quelque chose qu'ils ont toujours refusé de faire dans l'histoire. Mais étant minoritaires, ils ont été obligés de s'asseoir avec nous. Et puis, on a négocié un bon projet de loi. À quel point c'est majeur? À quel point c'est important pour vous? C'est pour tout le mouvement syndical, pour les droits des travailleurs et des travailleuses, pour le NPD, là, c'est des générations de militants et militantes néo-démocrates qui ont travaillé fort pour ça. Donc, c'est vraiment historique. Depuis Ed Broadbent, en passant par Jack Layton, tout le monde a voulu avoir ça. Oui, mais c'est là où j'en arrive. C'est important pour le NPD. C'est très important pour nous. C'était une condition sine qua non d'une entente avec le gouvernement libéral. C'était très clair depuis le début. Nous, il nous fallait avoir ça parce qu'on veut rétablir l'équilibre de force à la table de négociation. C'est vraiment important pour les droits des travailleurs et des travailleuses, puis augmenter, améliorer leurs conditions de travail. À quel point ça fait une différence? Parce que ça s'applique aux travailleurs sous juridiction fédérale. J'ai plus le chiffre là, en mémoire, mais c'est quand même pas un groupe, c'est pas la majorité des travailleurs au Canada, là. Non, on parle à peu près de 10 des travailleurs, OK? Mais ça arrive souvent qu'il y a des conflits de travail. Récemment, ça arrivait encore au port de Montréal, puis ça arrive en ce moment même au port de Québec. Ça fait 18 mois que les débardeurs du port de Québec sont sur la rue parce qu'ils sont en lockout, remplacés par d'autres travailleurs qui prennent leur emploi. Et ça enlève tout rapport de force à la table de négociation. Au congrès d'Hamilton, on a beaucoup parlé comme condition de maintenir l'appui au gouvernement libéral du programme d'assurance médicaments. Pas beaucoup parlé de cette mesure-là en particulier, qui est dans l'entente aussi. Est-ce que ça assure la survie du gouvernement? Est-ce que vous êtes toujours disposé à travailler étroitement avec le gouvernement Trudeau pour... Il reste 2 ans au mandat, là. Ouais. Pour 2 ans? Écoutez, on ne peut pas s'engager pour 2 ans. Je ne vais pas signer là, ça aujourd'hui. Ben, vous l'avez fait en 2022. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tant que les dossiers progressent, tant qu'on obtient des résultats, tant qu'on est capable de faire en sorte qu'on améliore la vie des gens, des familles puis des travailleurs, des travailleuses, on va continuer à le faire. Alors, quand est-ce qu'on part en campagne électorale? Je pense pas qu'on est pressé, personne, d'aller en campagne électorale si on est capable de continuer d'obtenir des résultats concrets pour les gens. Là, on vient d'avoir un gain historique pour les travailleurs et les travailleuses avec une loi anti-briseurs de grève. Puis on va poursuivre le travail avec les soins dentaires, le logement puis l'assurance médicaments. Les gens s'en rendent-ils compte? Parce que le programme d'assurance dentaire, par exemple, est-ce que les gens savent que ça vient de vous? Avez-vous l'impression que vous en avez le crédit? Vous savez, ce qui est important pour nous, là, au-delà des gains politiques puis des points politiques, tout ça, si quelqu'un qui n'était pas capable de se payer un dentiste, grâce à ce nouveau programme social initié par le NPD, va être capable d'aller chez le dentiste pour se faire soigner, c'est ça qui est important au bout de la ligne. Après ça, c'était notre job à nous autres, c'est notre travail de dire ça fait partie des 27 points d'entente, ça ne serait pas arrivé sans le travail du NPD puis sans le travail de Jack Meeting. Après ça, je veux dire, on le fera en campagne électorale, on le fera en porte-à-porte, puis on le fera dans nos propres publicités. Je vais vous entendre sur le vote concernant la motion conservatrice déposée en début de semaine dernière qui tentait de faire étendre l'assouplissement accordé au mazout à l'ensemble des combustibles utilisés pour le chauffage. Le Bloc a voté avec les libéraux contre la motion. Une vaste partie de votre caucus a voté avec l'opposition conservatrice. Pas vous, mais plusieurs. Alors, commençons par pourquoi pas vous, puis ensuite, pourquoi votre formation politique s'est rangée du côté des conservateurs? Bien, premièrement, la taxe sur le carbone ne s'applique pas au Québec.
Donc, comme député néo-démocrate québécois, je ne me sentais pas dans l'obligation de prendre parti d'un côté ou de l'autre. D'un point de vue environnemental, j'avais une préoccupation aussi sur le message peut-être que ça pouvait envoyer. Ça se vend pas bien dans votre comté, ça, Exactement. hein? Ouais. Puis je pense qu'il fallait que je sois clair puis ferme là-dessus. D'autres de mes collègues, 5 autres de mes collègues ont fait la même chose également. Mais pour ce qui est des autres qui ont voté dans ce sens-là, c'était surtout pour dire aux libéraux comment ça se fait que vous avez fait une mesure qui était juste pour les provinces des Maritimes, alors que beaucoup de mes collègues de l'Ontario puis des Prairies ou de Colombie-Britannique étaient très fâchés de ça. C'était beaucoup un message envoyé aux libéraux en disant « Vous avez mal fait votre plan ». C'était tout croche, c'était inéquitable entre les provinces. Puis en plus de ça, il y a un ministre libéral qui a dit bien, si les autres provinces veulent l'avoir, ils ont juste à voter du bon bord, comme dans l'ancien temps. J'aimerais vous entendre sur le conflit entre Israël et le Hamas. Votre parti, à peu près au début du conflit, a dit ça prend un cessez-le-feu. Cette option-là est de plus en plus évoquée un peu partout à travers le monde. Le Canada est très, très réticent à aller dans cette direction-là. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi le premier ministre Trudeau ne veut pas se ranger dans ce consensus-là. Les grandes organisations internationales de défense des droits de la personne sont là. L'ONU est là. Je ne comprends pas la réticence du premier ministre Trudeau. L'important, c'est de sauver des vies le plus vite possible et de libérer les otages qui sont détenus par le Hamas, évidemment. Mais je pense qu'il faut arrêter de lancer des bombes. Il y a 2 millions de personnes qui sont vraiment emprisonnées à Gaza en ce moment. Il y a des déplacements massifs de population. On voit une punition collective, ce qui est interdit par le droit international. Mais il y en a un argumentaire de la part d'Israël qui dit on a été attaqué par le Hamas. Et c'est vrai, c'était une attaque sanglante, une violence inexplicable. Inouï, barbare, mais de faire des bombardements indiscriminés qui touchent la population civile. On est rendu à plus que 10 000 morts dans la bande de Gaza. C'est ça qui est disproportionné pour beaucoup d'observateurs. Et on ne va pas comme ça bâtir des relations à moyen puis à long terme. Comment on veut avoir une solution à 2 États, comment on veut avoir la paix éventuellement si il y a des milliers puis des milliers de familles qui vont être brisées à jamais par une action qui est aussi disproportionnée puis violente. Est-ce que, de la part du gouvernement, d'aller dans cette direction-là, de commencer, de dire, et là c'est hypothétique, mais on avance vers un cessez-le-feu, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça augmente le niveau de tension sociale que l'on voit présentement au Canada et des incidents particulièrement fâcheux depuis quelques jours? Est-ce que ça, c'est quelque chose que le gouvernement prend peut-être en ligne de compte? Moi, je n'ai pas l'impression que ça rentre dans leur calcul ou leur raisonnement. J'ai l'impression que la poursuite de ces bombardements-là, l'augmentation des morts, ça va faire en sorte que les tensions, malheureusement, augmentent en ce moment et on le voit malheureusement sur le terrain dans nos communautés. Une montée d'actes islamophobes et une montée d'actes antisémites très graves. Et je pense qu'il faut absolument dénoncer les deux. Et il faut aussi donner un appel au calme, là. Je pense que nous, les élus, on a un rôle à jouer là-dedans. Mais je pense que quand des gens font des incitations à la haine ou des appels au meurtre, comme on a entendu de récemment, bien, je pense aussi que c'est à la police à faire son travail. Alexandre Boulris, merci infiniment. Ça fait plaisir, M. Thibault.